Voilà donc de retour, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Monsieur Alfred Camus Djassana, rédacteur en chef du magazine Charlie Logogne. Bonsoir Monsieur Alfred. Bonsoir. Et Dr Ali Kouré, un autre invité qui s'est absenté pour une longue période de Nile TV. Bonsoir Dr Ali, vous êtes analyste politique. Voilà donc, comme on parlait il y a quelques instants, je vais commencer l'émission. Aujourd'hui, nous remarquons un nouvel élan entre l'Afrique et entre l'Égypte. Après une absence quasi relative depuis l'époque de Sadat, par exemple. Depuis l'arrivée du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, de nouvelles relations, un retour spectaculaire sur la scène africaine, une volonté de la part des deux parties, la partie africaine en général, le continent, et l'Égypte aussi, les efforts déployés. Si on parlait de l'époque après Sadat, pourquoi cette longue absence? Était-elle une faute, par exemple, un manque peut-être sur le plan financier? Non, je pense que l'intérêt en général en Égypte, après l'ère Sadat, c'était les États-Unis. Donc, on avait toujours intérêt à évoluer nos relations avec les États-Unis et l'Europe, en négligeant l'Afrique, ce qui était une faute grave. Tout le long du règne, si on peut dire, de Moubarak, l'Afrique était reléguée à la seconde place dans tous les efforts déployés par l'État égyptien. C'était dommage. Parce que moi, je disais toujours dans le temps, l'Afrique, c'est un continent qu'il faut explorer tout le temps. Il faut échanger tout ce que nous avons au point de vue produit, investissement, culture, tout ce que vous voulez avec l'Afrique. L'Afrique est très riche en tout, surtout les ressources. L'Égypte aussi est riche, elle a quand même une culture qui date depuis 4000 ans. On pouvait échanger beaucoup d'idées entre les deux, l'Afrique en général et les pays arabes et surtout l'Égypte. Oui. Mais malheureusement, on a négligé ça et c'était une faute parce qu'on l'a vu plus tard. Lorsqu'il y a eu le problème du barrage de l'Éthiopie, bon, on n'avait plus les éléments pour pouvoir résister à l'attaque, si on peut dire, de l'Éthiopie en ce qui concerne l'eau. Oui. L'eau, c'est une chose très, très précieuse pour l'Égypte. Sans l'eau qui constitue 95% de l'eau que nous avons besoin dans le Nil, qui commence, je veux dire même en Éthiopie, avec 85% de l'eau qui vient depuis l'Afrique, ça provient de l'Éthiopie, et 15% donc de Centrafrique. Les relations qui n'étaient pas assez bonnes avec l'Éthiopie, donc c'était dommage. On ne pouvait pas trouver une solution. Et c'était une chose qu'on devait agir très rapidement. On ne pouvait pas laisser l'affaire traîner pendant des années et des mois. En tout cas, j'espère que nous allons trouver quand même une solution satisfaite pour l'Égypte. Et voilà. D'accord. Monsieur Alfred, en fait, aujourd'hui, lorsque nous lisons la presse, surtout, je vous adresse, en fait, je vous pose cette question à la presse. Vous êtes rédacteur en chef de Charlie Logogne et vous publiez de très intéressants articles sur l'importance et le rôle de l'Égypte en tant que force essentielle pour sécuriser et pour prendre part de la stabilité et de toute l'Afrique. Vous avez mentionné ça dans un de vos articles. Et aujourd'hui, ici, nous avons suivi aussi le communiqué de presse conjoint entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kényan, M. son Excellence Uhuru Kenyatta. Ils ont parlé de cette même force de l'Égypte et de sa place au milieu du continent africain et comment l'Égypte aujourd'hui peut-elle être vraiment, continuer à être cette même force dans le cadre ou plutôt à la lumière des mêmes défis auxquels fait l'Afrique et l'Égypte en même temps, dont par exemple la lutte contre le terrorisme. Bon, merci d'abord de m'avoir donné la parole. Bon, vous savez, l'Égypte, ça fait depuis fort longtemps que l'Égypte s'est beaucoup plus focalisée. Je crois que vers l'Europe ou soit les pays de l'Occident. Mais avec l'arrivée de son Excellence Al-Sisi au pouvoir, il a décidé de se tourner vers l'Afrique. Donc, à mon avis, c'est une bonne vision, c'est-à-dire c'est une très bonne décision, parce que vous savez, le monde entier est séduit par l'Afrique. Oui. Parce que l'Afrique dispose de beaucoup de matières premières, de ressources, que ce soit les ressources humaines aussi, parce que vous voyez, à travers le monde, il y a beaucoup de bras valides, des jeunes Africains qui aillent
à l'extérieur et qui réussissent pas mal dans certains pays, que ce soit aux États-Unis ou soit en Europe. Bon, au côté sécurité, vous voyez que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine de la sécurité. Parce que vous voyez aussi, avec tout ce qui se passe en Égypte, l'Égypte résiste et l'Égypte réussit vraiment à sécuriser son pays par rapport à tout ce qui se passe. Si nous faisons référence par rapport à ce qui se passe au Sinaï et tout ça, mais quand même, dans les villes, tout le monde sont dans la quiétude. Et puis les gens vaquent normalement à leurs occupations. Il n'y a pas de la terreur. Vous voyez. Donc, en ce qui concerne la rencontre avec le président Uhuru Kenyatta, bon, c'est une très bonne chose parce que les deux pays, vous voyez, ils ont des échanges. Ils ont des échanges. Et vous savez que l'Égypte prend du thé, le thé consomme du thé kenyan. Et il y a le volume d'échange qui avoisine les 200 millions de dollars, je crois, par an. Je crois que c'est vers les années 2015. Et du côté égyptien, vous voyez, l'Égypte a beaucoup à donner aussi au Kenya parce que l'Égypte est beaucoup plus expérimentée dans le domaine de la sécurité. Et vu déjà que le Kenya a fait l'objet de plusieurs attaques, par exemple, je parle de l'attaque du centre commercial à Nairobi, que ce soit l'attaque de l'université, il y a eu plus de centaines de morts des étudiants. Donc le Kenya a besoin de l'expertise égyptienne pour pouvoir vraiment, dans la matière de la sécurité. Donc les deux pays se sont entendus pour pouvoir vraiment unifier leurs forces et puis voilà, chercher les voies et moyens pour chercher à lutter contre les terroristes. Parce que vous savez, là-bas du côté du côté de la Somalie, il y a les Shabab qui dérangent, qui dérangent le Kenya et tout et tout. Voilà. D'accord. Docteur Ali, si on revenait aux défis auxquels font face l'Égypte et le continent africain, comme M. Alfred vient juste de le dire ou de le mentionner, aujourd'hui, la coopération, non seulement sur le plan économique ou commercial, comme il a cité, entre le Kenya et l'Égypte, mais en général, la lutte contre le terrorisme à travers des comités conjoints, à travers une consolidation dans ce domaine, est-elle suffisante aujourd'hui pour que l'Afrique, aussi bien que l'Égypte, qui elle fait face seule l'Égypte au terrorisme, est-elle possible d'ici combien d'années par exemple? Non, on ne peut pas dire juste exactement combien d'années, mais il faut agir tout de suite. Il faut chercher donc la coordination entre les pays africains, comme vous l'avez mentionné, tous les pays africains. Nous voyons le Tchad par exemple qui souffre, le Niger, le nord du Cameroun, le Nigeria, la région du lac. Et là, il y a une coopération entre ces pays-là. Et ça a rapporté quand même des résultats qui sont positifs jusqu'à présent. Mais on veut dire maintenant que ça soit une chose générale. Comme il y a des échanges entre les pays, tout ce qui est commerce, investissement, il faut aussi avoir des échanges au point de vue sécurité. Ça fait partie du package, comme on dit. Oui. Alors là, je pense, avec l'aide des pays concernés en Europe et aux États-Unis, ils peuvent quand même financer ces projets de sécurité pour l'Afrique. Et même en échange entre les deux, tout ce qui est sécurité, intelligence, comme on dit. Il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. Ces organisations-là, terroristes, qu'est-ce qu'ils préparent, qu'est-ce qu'ils font? Il faut donner ces informations aux pays concernés. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain, y compris l'Égypte, ou non compris l'Égypte, est-ce qu'il est conscient, on a ces capacités à savoir qu'est-ce qui se passe ou comment est l'expansion au fait des groupes, des idéologies terroristes à travers le continent africain? Mais oui, ils sont conscients de ça. Et nous avons toujours de nouveau l'exemple du Tchad, Niger, Cameroun et Nigeria. C'est un succès. Il faut l'imiter. Oui. Nous pouvons faire la même chose. Regardez l'Égypte et la Libye, par exemple. Il y a une forte coopération. Oui. Et l'Égypte a besoin de cette coopération-là parce que c'est le voisin occidental. Il faut agir tout de suite. Il y a tout le temps des meetings entre les deux. Et nous l'avons vu la semaine passée.
il y avait les dirigeants libyens qui sont venus en Égypte. Est-ce que ça va aboutir à une chose? J'espère que oui. Mais les divergences sont assez profondes. Mais il faut essayer. Lorsque ces dirigeants-là voient la carte et ils savent qu'il y aura quand même un bouleversement définitif pour le pays, la Libye, ils doivent agir. C'est tout à fait normal. Avec l'aide de l'Égypte, l'Italie, par exemple, parce qu'il y a tous les immigrants qui partent depuis la Libye pour atterrir en Italie, par exemple. Ils ont besoin de coopérer avec ces pays-là. Donc, il y a, si je peux dire, des îles dans le continent africain. Ce n'est pas un effort global. C'est ce que j'essaie de dire. Un effort global, il faut que ça se passe à travers la communauté africaine entière, à Addis Abeba par exemple, lors des réunions, que ça soit sur l'agenda tout le temps. Chaque fois qu'il y a une réunion, il faut qu'on parle de ça. C'est la survie de l'Afrique, moi je pense. Oui, justement, si ce côté est assuré à travers les réunions et les visites réciproques entre les responsables et les chefs d'État, aujourd'hui, les pays européens qui sont pour en fait accueillir les réfugiés, France, Belgique, les États-Unis qui encouragent, le Royaume-Uni lui-même. Comment vous évaluez, comment vous voyez la situation des pays européens face à ce que Dr Ali vient juste de dire, si on peut un peu cadrer ou contrôler un peu ces idéologies ou cet afflux de migrants en fait? Bon, c'est pas. Vous voyez, les pays européens, ils sont pour la lutte contre le terrorisme, mais par contre, mais les vagues des migrants qui arrivent vers l'Europe. Qu'est-ce qu'ils font pour cette lutte? Bon, jusqu'à présent, ils essaient de contourner, ça c'est mon avis, hein, parce qu'ils n'essaient pas d'apporter des solutions vraiment conséquentes. Parce que, il fallait d'abord se poser la question, qu'est-ce qui fait que les migrants veulent aller en Europe? Il faut répondre vraiment à cette question. Parce que les migrants vont en Europe, c'est parce qu'ils vivent des situations terribles chez eux. Oui. Vous voyez? Et s'ils vivent à des situations terribles chez eux, c'est qu'ils font face à des dictateurs qui refusent d'améliorer les conditions de vie des populations. Vous voyez? C'est ce qui pousse les jeunes, après avoir fini leur cursus, ils ne trouvent pas d'emploi. Vous voyez, c'est ce qui les pousse à traverser, à prendre des risques en traversant la Méditerranée. Ben justement, voilà, c'était une des raisons pour lesquelles ce projet de développement de l'Afrique a été lancé. Le deuxième point est que, vous voyez, maintenant, pour coopérer avec les pays de l'Afrique, l'Europe doit parler avec l'Union africaine. L'Europe ne doit pas choisir seulement les pays, il doit parler avec l'Union africaine. Et au sein de l'Union africaine, les pays membres de l'Union africaine doivent coordonner leur action ensemble afin de vraiment mettre une force commune. Parce que moi, selon moi, le G5, les pays membres constitués de 5 pays du G5 ne peuvent pas, parce qu'avec 5 pays, on ne peut pas combattre les terroristes. Parce que les terroristes sont partout en Afrique. Donc il faut une grande mobilisation au niveau des États pour qu'ils puissent vraiment mettre une force conséquente avec des grands pays, bon, avec le soutien de l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud et les autres pays. Je crois qu'ils vont faire quelque chose. Vous voyez, je ne pense pas que, même au niveau de l'Union européenne, parce que les gens ne s'entendent pas. C'est pourquoi certains des pays, ils cherchent à négocier seulement avec que quelques pays seulement de l'Afrique. Et ils essaient de fuir l'Union africaine. Pourtant, c'est une question qu'il faut vraiment poser lors d'un sommet. Et puis voilà. Être à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. D'accord. Et si on parle du côté positif, le développement de l'Afrique, un projet de développement, on a parlé déjà de l'objectif du millénaire, on parle d'un plan de développement 2030, on parle d'un plan élargi 2065 pour le développement. En 2014, si je ne me trompe pas, l'Égypte avait annoncé la création d'une agence de partenariat qui a pour but de soutenir les projets de développement en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, le monde entier, la communauté internationale, ses yeux sont braqués vers l'Afrique, sont tournés vers l'Afrique pour l'investissement, pour avoir plus de chances. Et l'Afrique elle-même, elle a des avantages concernant la main-d'œuvre de la jeunesse qui représente
moins de 30 ans représentent 65% de la population. Les projets de développement, cette agence de partenariat pour suivre le développement en Afrique, c'est une agence qui a été créée au fait par l'Égypte et annoncée par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Comment aujourd'hui peut-on suivre les étapes de cette agence et comment vous voyez aujourd'hui comment s'est dessiné ce début de trajet pour le développement de l'Afrique? Mais écoutez, je suis étonné parce qu'il existait une chose pareille au sein du ministère des Affaires étrangères égyptiennes. Ils étaient partout en Afrique. Moi, j'ai travaillé, j'ai visité plusieurs pays africains et j'ai rencontré ces gens-là, égyptiens, qui travaillaient là-bas. Point de vue technique, on appelait ça le fonds technique Oui. pour l'aide africaine, quelque chose comme ça. Ça existe. Bon, si on veut ajouter encore un fonds, pourquoi pas? Mais vous voyez, l'Égypte a un problème maintenant financier. Ils n'ont pas les moyens d'aider financièrement. Mais au point de vue technique, oui. On a vu qu'on creusait des ponts, des puits, je veux dire, et on faisait des projets en ce qui concerne l'agriculture, l'irrigation. Ça, on peut le faire parce que nous avons l'expertise et nous avons quand même des experts qui vont surtout en Ouganda, Kenya, Tanzanie et même Rwanda, je pense. Alors là, il faut se concentrer sur le côté technique parce que le côté financier, on n'a pas les moyens encore en Égypte. On souffre et c'est connu. On a des prix tout le temps et ça avance petit à petit. Je pense qu'avec les visites du président, avec ces pays-là, il peut signer des accords avec ces pays-là pour justement arriver à des fins qui puissent élever le standard technique de quelques secteurs économiques de ce pays, le pays concerné, comme au Kenya et en Tanzanie. Petit à petit, on ne peut pas agir globalement, l'Égypte, je veux dire, pour couvrir toute l'Afrique. Mais quelques pays, oui. On commence par les pays à l'est de l'Afrique, l'ouest, par exemple, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, qui est la première force économique en Égypte maintenant, en Afrique, numéro 1, suivi par l'Afrique du Sud, et puis l'Égypte, je pense, troisième position. Les choses peuvent se passer de cette façon, petit à petit, des étapes, pour l'Égypte, je veux dire. Et c'est ce que le président est en train de faire, je pense, maintenant, avec ses visites partout en Afrique. Il y a un intérêt maintenant accru du côté égyptien pour tout ce qui est africain. Et j'admire ça. Monsieur Alfred, lors de la dernière réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, le plan de développement durable a été annoncé par 169 États africains à l'horizon 2030. Oui, avec beaucoup d'objectifs qui concernent l'Afrique. On a déjà parlé de ça lors de la dernière émission, mais j'ai une question qui est aussi posée sur les différents sites par beaucoup d'analystes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ONU, comme une organisation, est-elle efficace pour œuvrer avec les pays africains à mettre en œuvre en fait ce plan de développement durable? Est-ce que l'organisation a cette place aujourd'hui? Bon, à mon avis, quand on parle de développement durable, il faut commencer étape par étape. L'ONU d'abord, cette ONU d'aujourd'hui, elle n'est pas efficace parce que elle n'arrive pas vraiment à se faire entendre. Hein, vous voyez, elle ne réussit pas vraiment à défendre les peuples, à défendre certains pays. Parce que par exemple, défendre la démocratie, l'ONU n'arrive pas, ne parvient pas. Donc l'ONU ne peut pas donner de leçons à qui que ce soit. Donc vous voyez, donc, ces pays sous-développés qui aspirent vraiment à un bon développement, qu'est-ce que l'ONU doit faire? Parce que l'ONU, à elle seule, elle n'a pas assez de pouvoir. Parce qu'elle ne peut pas contrôler certains pays. Parce qu'il y a certaines grandes puissances qui agissent directement sur la façon d'opération de l'ONU, c'est-à-dire la façon dont l'ONU va prendre des décisions. Il y a des grandes puissances qui influencent directement sur l'ONU. Et donc l'ONU n'est pas indépendante en quelque sorte. Donc ça sera un peu difficile que l'ONU contribue vraiment à ce qu'on appelle au développement durable. Il va falloir reformer l'ONU pour pouvoir trouver une ONU dynamique
afin de faire face à certaines puissances qui veulent beaucoup plus privilégier leurs intérêts par rapport aux intérêts des petits pays. Bon, j'appelle, ce sont des pays, mais des petits pays qui ne parviennent pas à se défendre efficacement, hein, au concert des nations. Les thèmes, en fait, lors de cette réunion de l'Assemblée Oui. générale de l'ONU qui ont été abordés pour ce programme de développement durable de l'Afrique à l'horizon 2030, Ouais. ils ont parlé d'innovation, ils ont parlé d'économie digitale, ils ont parlé d'une révolution industrielle en Afrique, Bon, de très grands termes politiques, économiques, très importants, indispensables. Maintenant, je ne vous coupe pas la parole. Maintenant, en Afrique, la révolution d'abord économique a déjà commencé en Afrique. Ce n'est pas par les leaders, mais c'est par des sociétés elles-mêmes. Vous voyez, ça a commencé. Ça a commencé. Vous voyez, quand des populations africaines demandent à la France de libérer la monnaie franc CFA et que la France refuse, parce que tout dernièrement, j'ai encore écouté dans les médias, l'ambassadeur français au Sénégal qui a clairement laissé entendre aux médias que voilà, que la France n'est pas prête à libérer la monnaie CFA. Donc vous voyez, face à de tels propos, comment on peut vraiment encourager, ou comment l'ONU, et face à de tels propos, l'ONU est restée muette. L'ONU ne pouvait pas parler. L'ONU ne pouvait pas parler parce que aujourd'hui, maintenant, ce qu'on appelle révolution, moi je compte beaucoup plus sur des populations africaines parce que elles ont réussi déjà à comprendre comment le monde fonctionne. Parce que ça fait déjà des siècles que ces populations africaines sont marchées dessus. Donc vous voyez, maintenant, il y a des jeunes panafricanistes qui ont décidé de fonder une organisation qu'on appelle l'organisation URPANAF pour la lutte contre le néocolonialisme, vous voyez. Donc c'est un front uni, c'est-à-dire tous les jeunes engagés se sont unis, maintenant ils ont créé cette organisation, ils ont donné d'abord lancé le slogan le front anti-franc CFA. Vous voyez. Et ce front anti-franc CFA, ils ont voulu vraiment que certains chefs d'État, généralement dans la zone francophone, certains chefs d'État les accompagnent, mais vu déjà que ces chefs d'État de la zone francophone sont influencés par la France indirectement, donc beaucoup ne se sont pas engagés pour soutenir ces jeunes. Donc ces jeunes, ils ont décidé maintenant d'utiliser leur dernière arme, qui est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les peuples ont le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat influence directement sur le pouvoir politique. Vous voyez, parce que les pouvoirs politiques, ils ont ce qu'on appelle les partenaires. Et ces partenaires, parmi ces partenaires, il y a ce qu'on appelle les bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds, ce sont eux qui sont des chefs des entreprises qui sont implantés partout en Afrique. Donc, ces chefs des entreprises qui influencent indirectement via nos chefs d'État africains, surtout dans la zone franc CFA, et maintenant, ils seront obligés, parce que quand moi, par exemple, je donne un exemple, j'ai mon téléphone, j'utilise une carte SIM d'une compagnie française qu'on décide de le boycotter. Si je sors et que si nous sommes 1 million, 3 millions, voilà combien ils vont perdre. Ils vont beaucoup perdre. Vous voyez? Donc ça va influencer directement sur les décisions politiques. Dans ce domaine, je m'excuse, il ne faut pas oublier le rôle de la Banque africaine de développement. Oui. C'est plus efficace que l'ONU, parce que ça se concentre sur l'Afrique seulement. Et l'ONU a beaucoup de responsabilités partout dans le monde entier. Mais cette banque-là, elle investit, elle donne des prêts à des pays africains. C'est plus Ali, efficace. justement, on parle des projets ou des plans de développement durable en Afrique, aussi bien en Égypte et surtout les autres pays arabes. On parle de ça au moment où la région, par exemple, ou le continent africain en général est entravé par beaucoup de conflits. Et en même temps, on a un équilibre qui est très délicat entre les besoins de chaque nation pour
mettre en œuvre ce plan de développement durable et entre les capacités, faute bien sûr de manque d'argent ou même de financement. Qui est responsable en premier lieu concernant le plan financier? Si j'ai un projet de développement durable, par exemple, pour la Somalie, enfin, pas la Somalie, pour le Cameroun, par exemple, qui est déjà un pays africain riche en ressources naturelles, qui est en premier pas, qui peut-on pointer du doigt pour ce projet, si on commence ce projet de développement, par exemple, au Cameroun? Je m'adresse à la Banque africaine de développement, voilà, je m'adresse... La Banque africaine, on a vu ça l'exemple du Congo. Ils ont bâti 2 barrages et ils vont bâtir le 3e pour conserver justement l'eau et produire l'énergie. C'est la base de n'importe quel développement, c'est l'énergie. Ils l'ont fait à travers la banque et autres institutions plutôt. Et donc voilà l'exemple. Et je voudrais dire que l'énergie, c'est le futur de l'Afrique. Deuxièmement, tout ce qui est IT, donc l'ordinateur et tout ça, c'est 2 choses. Et une fois que l'énergie est sécurisée, il faut agir sur le plan industriel. L'industrie est très très importante, ça embauche beaucoup de jeunes, comme vous l'avez mentionné, et il faut donc, c'est toujours l'agriculture qui compte en Afrique et les mines, Oui. le secteur minier. Mais on oublie souvent ou on n'a pas les ressources pour entamer des projets industriels. C'est très important. Il faut le faire à travers la banque. Donc énergie, IT et puis industrie, à côté de l'agriculture qui continue. Oui, c'est vrai. C'était juste un des points qui ont été évoqués en fait par, oui, moi je vais juste ajouter. Oui, je vous en prie. Vous savez maintenant, pour parler de développement durable, il venait de souligner, il faut vraiment voir la banque. Bon, des fois il faut voir la banque, mais des fois la banque a beaucoup d'exigences. Moi, je souhaiterais mieux, surtout avec la nouvelle politique, la coopération sud-sud. C'est une coopération qui consiste vraiment à voir, c'est-à-dire si moi je suis un tel pays, je suis dans le besoin de la technologie de l'agriculture, je vois par exemple, voilà l'Égypte est beaucoup plus évoluée dans ce domaine, donc je vais contacter les autorités égyptiennes, on va faire ce qu'on appelle de la coopération bilatérale, pays-État-État. Mais justement, on va s'échanger ce genre de coopération, justement, qui est dans le cadre des concertations et des réunions du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, avec ses homologues soudanais. Si vous avez suivi le deuxième compte rendu de l'émission, vous avez trouvé la 7e édition d'un nouveau comité pour une coopération plus solide en fait, dans le domaine commercial, industriel et les autres domaines de coopération. Voilà. Donc c'est en cours, je veux dire, comme vous l'avez cité. C'est encourageant. Coopération sud-sud, c'est vraiment encourageant. Avant d'aller vers les banques, parce que ces banques même sont des fois financées par des fonds extérieurs. Donc, et quand vous allez demander quelque chose à la banque vous donne des conditions à remplir. Donc, certaines conditions sont beaucoup plus difficiles par rapport à aller directement vers un pays frère ou bien un pays qui fait des productions, ou bien qui a une expertise dans certains domaines que vous ne l'avez pas. Donc ça devient beaucoup plus facile, vous voyez, ça devient beaucoup plus facile. Si moi je peux prendre tel de l'Égypte et l'Égypte peut prendre tel de... Vous voyez, ça accélère beaucoup plus vite le développement. Ouais, c'est dans ce domaine-là. Tel que par exemple, la dernière visite d'Al-Sisi au Kenya, ils ont parlé pas mal dans le domaine de la coopération. Ils n'ont pas parlé seulement du domaine économique, mais ils ont parlé dans le domaine aussi de coopération bilatérale, dans le domaine de l'éducation, vous voyez, dans le domaine de l'agriculture. Vous voyez, comment vraiment augmenter la production et tout ça. Parce que le Kenya vient après, je crois, au 3e rang, après la Chine et l'Inde, en tant que grand producteur de thé, avec un volume de 300 000 tonnes par an. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, ils veulent augmenter encore. Donc, cela aussi, ça favorise. Vous voyez. Mais je me demande aussi du COMESA. Ça devrait justement remplir cette tâche-là, plus ou moins. Oui. Mais je ne vois pas que COMESA agit pas mal. Et on a vu par exemple le Kenya, ça fait partie du COMESA, ainsi que l'Égypte.
Mais il y a eu toujours des problèmes entre les deux. Ils ne voulaient pas appliquer toutes les normes de la COMESA pour des raisons, je ne sais pas quoi. Il fallait discuter, renégocier pour avancer de nouveau. Et ça, c'est le petit problème entre pays sud-sud. Parce qu'ils donnent des promesses et puis en fin de compte, ah bah, nous avons des problèmes, attendez un peu. Mais la banque, par exemple, oui, je suis d'accord avec vous, qu'ils ont des exigences à remplir et tout ça. Mais une fois que c'est fait, ils vous soutiennent jusqu'à la fin, parce que vous avez signé l'accord avec lui. Et c'est solide. Vous voyez. Bon, donc il y a comme ça et autres, l'Ouest Afrique, Centrafrique, il y a beaucoup de comités d'organisation qui regroupent des pays. C'est ça. Mais attention, quand on est déjà on regroupe les pays, c'est là où ça devient difficile. C'est là où, quand les pays des sous-régions, c'est là où ça devient difficile parce que ces pays-là sont par le monde extérieur qui vient prendre les matières premières. Donc, ils ne vont pas vraiment chercher à libérer ces pays-là vraiment. Oui, mais lorsque les grands investisseurs, les grandes entreprises internationales se sont fixés comme objectif d'investir en Afrique, je pense que ceci va changer un peu la donne. Si vous parlez, oui, qui sont peut-être influencés. C'est la concurrence maintenant. C'est la concurrence. Ben justement, les derniers rapports, Dr Ali, de la Banque mondiale, des autres organisations internationales sur l'Afrique depuis 3 ans, ils parlent d'une Afrique qui connaît une croissance évolutive. 7% en moyenne, chaque année. Oui, et c'est bien sûr des résultats très encourageants. Et ceci, qu'est-ce que ça peut en fait nous laisser prévoir ou prédire concernant le début de ces investissements et toujours à la lumière des concertations continues avec l'Égypte au milieu, avec son retour en Afrique et entre les autres pays africains qui sont surtout intéressés pour l'investissement en parallèle avec leur lutte contre le terrorisme, à part les autres pays qui sont en lutte contre le terrorisme. Oui, écoutez, moi je me demande, les hommes d'affaires égyptiens, pourquoi ils hésitent d'aller investir en Afrique? Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. La dernière réunion, en fait, la visite du chef d'État au Kenya, oui, je crois qu'il y a 7000 entreprises égyptiennes au Kenya. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte? C'est ça, ce qui compte pour moi, c'est la signature des accords entre les deux. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais souvent, ils sont partis avec les présidents depuis Moubarak jusqu'à présent. Ils ont rencontré des hommes d'affaires africains, on se salue, on s'embrasse, mon frère, ils quittent et puis rien ne se passe. Les autres, par exemple, les pays arabes même, les Émirats, l'Arabie saoudite, ils investissent en Éthiopie dans l'agriculture. Immense. Et tout ce qui sort de cette terre-là est exporté à l'Arabie saoudite et aux Émirats, surtout le riz. Oui. Alors, ils ont intérêt à pacifier l'Éthiopie. Ils peuvent quand même trouver une solution entre l'Égypte et l'Éthiopie, de concilier les deux pays, peut-être. Ça peut aider, mais jusqu'à présent, non, ils n'ont rien fait. Moi, je vais juste ajouter, parlant des hommes d'affaires égyptiens, oui. Vous savez, pour aller investir quelque part, il va falloir avoir des informations. Moi, je vois que beaucoup des hommes d'affaires égyptiens ne connaissent pas beaucoup plus l'Afrique, certains pays africains. Donc il va falloir vraiment les donner beaucoup plus des informations. Ça, c'est une chose qu'il faut mentionner. Pour qu'ils puissent vraiment comprendre dans tel pays, il y a tel, si je viens là-bas, je vais investir dans tel domaine. Il faut une bonne coordination dans le domaine de l'information. C'est le rôle de l'ambassade égyptienne dans ce pays-là. Donc, plus la chambre de commerce ici peut vraiment se rapprocher des ambassades égyptiennes là-bas en Afrique. Ils peuvent vous faire une bonne coordination pour aider les hommes d'affaires à... Les réseaux sociaux, Dr Ali, qui aujourd'hui, sans citer les noms de ces réseaux, sont un outil aujourd'hui indispensable. Vous allez trouver la plupart des ambassades africaines ou les représentants des missions diplomatiques en Afrique qui sont toujours en train de publier sur leur page les dernières démarches, les dernières conférences qui ont été tenues dans différents domaines en Afrique. Donc, et ça, je crois que c'est devant aussi les hommes d'affaires, oui. Mais est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est fait d'une bonne façon? Ça dépend de... c'est un travail vous savez, très les hommes d'affaires, ils veulent beaucoup... Bon, quand quelqu'un sort son argent, pour investir, il faut qu'il se rassure à 100% quand il va sortir l'argent, il va faire rentrer de l'argent.
C'est pour ça que eux, malgré qu'il y a des informations via les réseaux sociaux et tout, ils veulent que les informations qui les parviennent soient de manière officielle. Officielle, ça leur donne beaucoup plus de confiance. J'ai une dernière question qui est qui nous emmène beaucoup de positivité. Aujourd'hui, en Égypte, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, les dirigeants africains avec lesquels il s'est entretenu, ils ont parlé d'investir chez les jeunes. Plusieurs conférences pour la jeunesse ont été tenues en Égypte et les dernières déclarations aussi du président guinéen qui est aujourd'hui à la tête de la présidence de l'Union africaine. On parle d'investir dans la jeunesse. On a parlé de ça aussi lors de la 27e édition du sommet de l'UA. L'Afrique aujourd'hui, je l'ai cité au début de l'émission, 65% de la population représente moins de 30 ans de jeunes qui sont donc un point d'essor pour l'Afrique. Comment exploiter et investir dans ces jeunes? L'Afrique est-elle aujourd'hui, y compris l'Égypte, capable de faire ça? La façon de répondre est très simple. Et il faut réformer l'éducation. Parfait. Il faut réformer son système éducatif de manière générale. C'est-à-dire, il faut vraiment que les États de l'Union africaine coordonnent un programme de l'enseignement général de manière à défendre l'Afrique, c'est-à-dire pour que les Africains aient une uniformité dans le domaine de l'éducation. Donc l'Africain qui est en Égypte, que ce soit l'Africain qui est en Algérie, que ce soit l'Africain qui est en Afrique du Sud, il a une idée générale déjà de qu'est-ce qui se passe en Afrique. Et il connaît déjà son Afrique. Cette formation dans le domaine de l'enseignement va aussi éviter l'exode des Africains et aussi éliminer les idées terroristes ou les idéologies terroristes. Oui, bien sûr. Docteur Ali, avec l'arrivée du nouveau ministre de l'Éducation en Égypte, je pense que selon les dernières publications, que l'enseignement en Égypte est aujourd'hui un projet national. Comment aujourd'hui l'Égypte, en tant que pays arabe et africain, va-t-elle être dans ce trajet ou va-t-elle être sur ce trajet? Premièrement, je pense que c'est un très bon choix. Enfin, calibre tout à fait différent. Deuxièmement, il faut se concentrer sur le côté technique et non pas empirique. Parce que c'est toujours l'université, je dois devenir avocat, médecin, je ne sais pas quoi. Mais tout ce qui est technique, ça n'existe presque pas. Alors le niveau technique du pays, en ce qui concerne tout ce qui est industrie, baisse année par année. Alors il faut se concentrer là-dessus. Et l'Afrique aussi, Monsieur Alfred, dans le domaine de l'éducation, le côté technique de l'enseignement. Oui, c'est très important parce que là, il faut beaucoup plus investir dans les centres de formation beaucoup plus socio-professionnels qui apprennent aux jeunes des métiers. Parce que beaucoup plus, je crois que le système d'enseignement est beaucoup plus ancré dans le système colonial. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore resté. C'est-à-dire, vous faites seulement que la littérature, voilà, il n'y a rien de pratique. Et quand déjà vous allez trouver quelqu'un qui arrive même jusqu'à l'université, qui a peut-être une maîtrise, qui ne sait pas comment saisir des textes sur l'ordinateur, c'est difficile, Donc il va falloir apprendre les gens, il faut beaucoup plus investir dans les écoles techniques. Investir dans les écoles techniques, encore plus. Ça, c'est un des buts aussi, à la une des buts du continent africain, c'est investir, c'est vrai, dans les écoles techniques. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On a beaucoup à dire sur l'Afrique. On n'a toujours pas abordé tout ce qui a été dit, changement climatique, les concertations encore plus, disons, profondes. Les changements Et tout. Une prochaine épisode. Je vous remercie infiniment, Monsieur Alfred Camus Djassana. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Shari Logon. Shari Logon, oui. Je vous remercie. Merci. Dr Ali Correa, merci infiniment pour nous avoir être avec nous aujourd'hui, pour avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Je vous laisse, chers téléspectateurs, avec un dernier compte rendu dans cette émission de direct.
Avant de vous dire très bonne soirée et rendez-vous demain avec une nouvelle épisode et une nouvelle équipe. Je vous laisse avec un compte rendu. Pourquoi Benyamin Netanyahou a-t-il démissionné du ministère des Communications? Est-ce dans un contexte judiciaire? Est-ce à cause de sa relation avec le grand quotidien israélien, sans citer le nom? Les raisons, vous allez les savoir dans ce compte rendu de notre collègue Sarah Marabi. Et d'ici à demain, passez une très bonne soirée.